Moi, je voudrais tout d'abord remercier en fait pour l'opportunité de participer à ce séminaire en tant qu'intervenant à côté de Monsieur le ministre Ousmane Sy d'Adam Bachiko, euh, avec qui c'est une autre façon de poursuivre les échanges qu'on a très souvent, comme l'a rappelé le ministre Ousmane Sy, et ainsi que Dr Gilles Holder. Et puis, je suis content aussi de prendre la parole devant mes anciens professeurs du laboratoire, dont ce travail a bénéficié des enseignements, donc Dr Dambélé, Karambé, et puis Dr Koulibaly aussi. Et donc, moi, mon intervention portera sur euh, bon, ce que j'ai appelé l'invention des familles fondatrices, du palais à la ville, contrôler Bamako et légitimer l'État au Mali, qui, donc, ces familles qui revendiquent l'honneur de la fondation de Bamako, la capitale. Et mon propos va avoir comme point d'ancrage un travail de recherche réalisé il y a quelques années au laboratoire, dans le cadre de mon master, justement. Et ce travail avait exploré une question qui est classique en sciences politiques de toutes les façons, à savoir les fondements de la légitimité du pouvoir dans une société, avec une attention portée sur ce qu'on appelle les usages en fait de la tradition comme modalité de légitimation de l'État malien contemporain. Et donc, je propose de revenir sur ce travail-là et pour surtout développer l'hypothèse que ce qu'on appelle les familles fondatrices apparaissent comme une institution informelle fixée par l'usage et qu'elles sont devenues une sorte de réalité permanente, se sont constituées en rapport à certaines fins. Je vais développer tout ça. Et donc, je vais tenter surtout de montrer que ces familles-là sont un exemple d'invention de la tradition, qui est une notion très connue des historiens, des chercheurs en sciences sociales, on va dire ça comme ça, ou comme en fait un produit d'une communauté imaginée et comment ces familles-là ont été mobilisées comme, en quelque sorte, une sorte de vecteur de l'autochtonisation de l'État et comme recours pour stabiliser le jeu politique en temps de crise au Mali. Et actuellement, je suis en thèse et je propose d'étendre, dans le cadre de cette recherche en thèse, d'étendre ce travail-là à d'autres usages de ce qu'on a appelé le néotraditionalisme dans le cadre du traitement de la crise politique qu'on vit depuis 2012. Et parmi les, pour travailler sur ces usages du néo-traditionnalisme, je m'intéresse notamment aux chefs coutumiers, aux griots, notamment à travers les réseaux de communicateurs traditionnels, et les religieux aussi, surtout ceux de la sphère islamique, qui prônent une mise en corrélation entre valeurs islamiques et valeurs traditionnelles. Et donc, moi, je vais prendre comme point de départ surtout la crise de 2012 avec la chute d'Amadou Toumani Touré, qui a précipité le Mali dans une crise multiforme. Et à l'époque, on se souvient très bien que les décideurs et les chercheurs aussi se sont interrogés sur la capacité de la communauté internationale à reconstruire un État malien grâce à un régime d'intervention internationale axé prioritairement sur des objectifs sécuritaires. En fait, maintenant, on est dans une configuration assez différente. En fait, Ok, 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 merci. sauf que ces études faisaient l'impasse, à mon avis, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail, font l'impasse sur ce qu'on pourrait appeler les régimes internes de légitimation, en fait, Ça, du pouvoir ouais, des... bah, je suis. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là. Hein? Et donc, je disais que ces études-là faisaient l'impasse sur ce qu'on pourrait appeler les régimes internes de légitimation du pouvoir et de l'État. Et certains travaux
dont récemment celui de Dorothée Schulz et Suleiman Diallo ont montré que dans le débat sur la construction symbolique de la légitimité politique, il y a une tendance dans le Mali post-indépendance à légitimer l'ordre politique par la référence aux traditions politiques de certaines communautés. Et dans le cadre du processus de construction et de formation de l'État malien, la, la sphère politique devient comme en fait une sorte de, devient l'objet en fait des transactions entre la conception ancienne du pouvoir et les conceptions modernes des sociétés, ce qui renvoie à certaines notions qui sont aussi très connues des chercheurs en sciences sociales ici, de syncrétisme de pouvoir. Je vais citer par exemple Liliane Castelot qui parle, elle, de synthèse d'une conception du pouvoir ancien avec le pouvoir colonial. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point qui va nous renvoyer à un débat sur l'appropriation ou sur l'universalisation de l'État rationnel légal dans les sociétés autres que les sociétés occidentales, hein. Donc, toute cette littérature sur la greffe de l'État ou l'importation de l'État. Et ce que je dois préciser tout de suite est que, et comme le décrit comme l'a décrit récemment Vincent Joly dans son dernier ouvrage sur l'histoire contemporaine du Mali et bien d'autres avant lui d'ailleurs, que est très présente en fait dans les discours des acteurs politiques maliens depuis les indépendances, à travers notamment la référence au passé précolonial comme terreau de la nation contemporaine, comme l'a rappelé le docteur Gilles Holder dans son propos. Et donc, il s'agit surtout, à travers ces recours à l'histoire, d'une démarche qui vise à légitimer le nouvel État, à l'ancrer dans une histoire longue, pour surtout, hein, ou on va dire ça comme ça, dans une logique de rejet de toute idée en fait d'héritage colonial. Et comme vous le savez, Bamako, par exemple, Bamako est ce qu'on pourrait appeler une capitale par héritage sur laquelle les travaux se focalisent beaucoup sur l'urbanisation, en oubliant un peu la dimension sociale même de la ville, ainsi que sa contribution ou pas à la stabilité des régimes et même à ce qu'on a appelé dans ce travail l'autochtonie de l'État. Bon, c'est la ville la plus peuplée, ça on le sait, qui concentre les activités économiques, politiques, culturelles, d'éducation, et dont le territoire est aussi le théâtre d'une compétition entre différents pôles de pouvoir. Et c'est aussi le symbole d'un État centralisé. Sur le plan politique, Bamako, c'est souvent aussi de l'agitation. Et elle est au centre des intérêts du pouvoir central, à cause de sa position incontournable aussi dans l'accès aux ressources de l'État, ce qui en fait un haut lieu de tensions politiques et même des révoltes. Et la thèse que je fais est que c'est ce qui a en partie favorisé une revivification de cette représentation de l'autochtonie, en fait, en donnant un rôle à ces grandes familles-là qui ont de l'influence, comme par exemple les familles fondatrices de Bamako. Sauf qu'il il a fallu attendre les années 90, surtout pour voir les familles fondatrices émerger. On peut notamment lire dans une brochure de la famille Touré de Bamako, qui fait partie des données que j'ai recueillies lors de mon terrain, que, je cite, hein, ces familles-là avaient été écartées à un certain moment pour des raisons politiques, de toute véritable participation à la gestion des affaires de la cité, et qu'elles ont vu leur statut formellement révalorisé par la Troisième République depuis mars 91, par leur implication dans les règlements pacifiques des grandes questions de la nation et leur prise en compte dans les règles du protocole, et que toutefois, elles n'ont à présent aucun fondement, ni juridique, ni administratif. Et je dois aussi préciser, hein, je ne l'ai pas fait qu'en parlant des familles fondatrices, je fais référence au Niaré, au Touré et au Dravé, et que je n'ai pas le temps, peut-être qu'on en parlera après, de revenir sur l'histoire de ces familles-là, on va dire ça comme ça, sur leur mythologie. Et ces familles, comme je l'ai dit, émergent à partir des années 90, cette période-là
a marqué ce que certains ont appelé un tournant traditionnaliste. Et je cite ici Vincent Fouché et Etienne Smith, les politistes. Et une période considérée comme étant celle aussi du retour des rois, en fait. Et on est dans un contexte où on a l'échec des modèles, en fait, des réformes proposées, notamment les programmes d'action structurelle, la démocratisation, la promotion de la société civile. Et ces échecs-là ont pavé la voie à une résurgence, en fait, des institutions traditionnelles dans un contexte de lassitude surtout des acteurs internationaux de plus en plus portés vers la recherche de solutions africaines aux problèmes africains. C'est le slogan qu'on entend actuellement, très souvent dans les débats actuellement aux problèmes africains, des solutions africaines, et qui n'est pas nouveau, en fait, qu'on a entendu aussi dans les années 90. Et Vincent Fouché et Etienne Smith ont dressé le constat à la fois d'une traditionnalisation du pouvoir politique moderne et d'une modernisation aussi de la tradition. On va peut-être revenir sur tout ça après, et qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, font que les imaginaires du pouvoir sont de part et d'autre syncrétiques. Et donc, comme dans les années 50, la valorisation de la tradition dans la réforme des gouvernances a accompagné aussi la démocratisation et le pluralisme dans les années 90. Ce qu'on va avoir, c'est que des régimes confrontés aux pressions de la démocratisation vont avoir recours aux autorités traditionnelles, entre guillemets, comme alternatives et comme ressources, en raison de leur poids, en fait, donc du poids de ces autorités-là, qui fera ensuite l'objet d'une instrumentalisation. Et au Mali, l'ouverture démocratique va s'accompagner d'un mouvement de revitalisation de ces structures traditionnelles-là, avec le nouveau pouvoir d'Alpha Marconaré, qui entendait en gros, établir sa légitimité politique en créant aussi des liens entre les valeurs maliennes et les paradigmes liés en fait aux pratiques de la démocratie. Parce qu'à à la chute de Moussa Traoré en 91, on va assister à la réémergence des autorités traditionnelles dans le sillage de cette vision politique qui avait guidé les dirigeants lors des indépendances, pour qui la culture et une tradition choisie, entre guillemets, étaient les moyens de promouvoir les transformations sociales. Et ça, c'est l'anthropologue Rosa DeJorio qui développe beaucoup ça dans son travail. Et donc, le processus d'invention des familles se déploie à travers l'établissement de cette relation entre elles et le nouveau pouvoir issu du soulèvement des années 90. On peut citer par exemple les premières visites dans les trois familles qui sont situées pour certains dans la période de pré-campagne électorale pour la présidentielle, par exemple, de 1992. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est surtout l'intégration de ces familles-là dans une sorte de ritualisation du pouvoir, en fait, qui évoquait une forme de continuité face aux nouvelles formes de pouvoir. Et d'ailleurs, en 2004, quand on a interrogé le président Konaré sur la conciliation entre le fait majoritaire et le pouvoir ancien, qui est considéré comme souvent élitiste et représentant des groupes minoritaires, Konaré répond, je cite, le pouvoir ancien peut être l'expression d'une famille, d'un clan, d'une tribu minoritaire. C'est alors à la majorité qui dirige de lui reconnaître un certain fond et aussi d'admettre que la gestion du fait minoritaire est aussi une caractéristique de la démocratie. C'est dans les livres Entretien qu'il a eu avec Bernard Cataneo. Donc, en somme, les familles sont issues de ce processus, surtout d'innovation, de construction politique, entre guillemets, qui se met en place entre Koulouba, donc qui est le siège de la présidence, et la ville, Bamako, dans ce que certains ont appelé
notamment Jean-François Bayard, l'invention de la modernité par invention de la tradition qui relève beaucoup plus, en fait, d'une stratégie politique. Mais ce qu'on va avoir après, c'est que euh, les familles seront mobilisées, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que ressources ou comme alternative, en fait, dans le sens un peu des usages politiques du passé. Pour objectiver ça, je peux par exemple citer le fait que les familles sont devenues une sorte d'itinéraire de rituel politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, les, les familles sont devenues très, très convoitées, par exemple, par les acteurs politiques, les dirigeants, et eux aussi, et au-delà par les acteurs même internationaux, par exemple, les représentants des Nations Unies, les deux, Anadif, Anadif et même El Gassim Mouane, sont tous passés saluer chez les Niaré pour dire que la fonction de ces familles-là est aussi intelligible pour ces acteurs-là. On peut aussi citer des ambassadeurs aussi. Et aussi le recours à ces familles-là comme agents de médiation, en fait, dans les conflits politiques surtout. Et l'exemple le plus illustratif a été surtout le cas de Ante Abana en 2017, lorsque IBK était confronté à la contestation de son projet de réforme de la Constitution. Ce sont ces familles-là qui sont intervenus en fait pour lui dire de reculer sur le projet, bon, avec les acteurs religieux, bien sûr. Et d'ailleurs, à l'époque, dans la presse, on se souvient très bien que les commentaires, certains commentateurs avaient dit que c'est la tradition qui a sauvé en fait le pouvoir d'IBK au final. Et que s'il faut compter tout le temps sur la tradition pour garder l'État en l'État, je cite, ça c'est une phrase de Boukari Dao, du journal le Républicain, que s'il faut toujours compter sur la tradition, ça montre à quel point on n'a pas pu en fait construire des institutions sur lesquelles s'appuyer pour gouverner. Et donc, une autre modalité des usages politiques des familles fondatrices, c'était aussi les, 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 la médiation à titre préventif. En fait, avant, par exemple, les élections de 2018, quand les familles ont convoqué, guillemets, la plupart des candidats à Nyarela pour leur dire d'accepter les résultats des élections et à l'époque, on se souvient que c'est Oumar Mariko qui a été le seul à protester pour leur dire que c'était pas leur rôle. C'était une intervention à titre préventif, mais bon, qui a montré après que ce sont des acteurs qui interviennent, qui jouent, qui interviennent en tant qui accomplissent une mission de régulation, de blocage politique, mais qui sont pas forcément écoutés, en fait, ce qui montre quelque part aussi ce qui est aussi une des limites, en fait, de leur recours. Bon, on peut aussi ajouter la question des luttes salariales, là, par exemple, les cas avec les salariés de l'UCOMA, les familles fondatrices, c'était à la veille des élections, en fait, de 2018. IBK et son premier ministre, Fessoumel Moubei Maïga, étaient sous pression à l'époque et il a fallu en fait que les familles interviennent pour surtout dire aux salariés de l'UCOMA d'attendre en fait et de leur donner du temps pour régler en fait cette situation-là. Et je ne sais pas si j'ai encore ouais, encore 5 minutes. 5. Et donc, je vais en terminer là-dessus, en fait, pour surtout dire qu'on a là, en fait, une des, une des
comment je vais dire, des modalités en fait de mobilisation de la tradition pour appuyer l'État malien parce que c'est surtout un État qui est bon, considéré comme n'étant pas malien en fait et pour le légitimer, pour le débarrasser de ces, on va dire ça comme ça, de ces oripeaux en fait euh, euh, de la colonisation, on l'appuie sur des ressources autochtones, des ressources propres à nous pour le légitimer. Et je fais référence surtout à la tradition en tant qu'idée politique, hein, en fait, au sens ontologique, dans le sens où c'est en fait c'est ce qui donne de la valeur, de la légitimité et de l'autorité au passé. Et ces familles-là sont considérées comme étant une ressource en fait issue du passé précolonial parce que bon, les Niaré ont dirigé Bamako en fait avant l'arrivée de l'administration coloniale et les Touré, même si je ne vais pas entrer dans ce débat sur le conflit autour de l'autochtonie, ce qui a fondé Bamako, qui n'a pas fondé Bamako, parce que la mythologie de ces familles-là n'est pas elle-même stable de toutes les façons. Je vais en terminer là-dessus. Merci beaucoup. Bonsoir sur toute une autre pente de la problématique de l'État. Mais globalement, c'est la problématique de la légitimité. Nous avons un État qui a très mal à sa légitimité. Donc, il cherche à se légitimer par différentes voies, dont le rapprochement, l'ancrage à partir des autorités traditionnelles. On appelle aujourd'hui de plus en plus les forces vives. Donc, voilà. Je crois que le débat est ouvert. Pour nos amis qui sont à l'extérieur et pour ici, le débat est ouvert. La parole est à qui veut la prendre. On donne cette fois-ci la priorité aux gens qui sont en ligne. Qui sont en ligne, oui. Messieurs, dames qui sont en ligne, est-ce que vous avez... On va vous inscrire en priorité. Je ne vois pas de doigts sur l'écran. Dans une tout le monde en fait. Pour que tu puisses savoir qui lève la main. Je ne vois pas de doigts. Ah, Amani, je vois Amani. Okay. Amani, vous avez la parole. Bonsoir, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir au regard de l'intérêt de la thématique. Je pense avoir déjà rencontré le conférencier une fois, de passage quelque part, et je me réjouis de voir qu'à l'époque, il était encore indécis, et je me réjouis de voir que finalement, il a pris une décision, celle de continuer sur la thématique autour de laquelle nous avons beaucoup débattu. Et après votre débat, j'ai réfléchi également sur cette question des familles, des grandes familles. En l'appelant autrement, je ne sais pas si vous pouvez peut-être contredire mes réflexions. Deux points. Le premier, il y a évidemment des membres de grandes familles ou de familles anciennes qui ont joué des rôles politiques et qui constituent pour ces familles des ressources aujourd'hui mobilisables ou mobilisées à des moments critiques du fonctionnement de l'État lors des crises et tout ce que vous voulez. D'accord. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas peut-être voir aussi l'autre pan de la médaille, les membres de familles régnantes qui ont connu, ou bien en tout cas qui ont été étiquetés, ou qui ont posé des actes dévalorisants, humiliants, et qui aujourd'hui sont, enfin, dont aujourd'hui les descendants continuent de payer les prix, de payer le. Je pense qu'il y a aussi cette dimension peut-être qu'il faut voir. De l'autre, comme vous le montrez, on mobilise ces familles lors des crises pour en tout cas, si vous voulez, régler certains, les écarter à tout jamais parce que ces familles ou les membres de ces familles ont joué des rôles peu recommandables. Ça, c'est... Deuxièmement, alors parlant de la ville, moi,
en prenant mon exemple, l'exemple de Niamey. Il y a quelques années, à Niamey, au centre-ville, on pouvait tout de suite identifier les quartiers ou les maisons des anciennes grandes familles, hein. Facilement, dès que vous dites telle famille, on dit voilà, ils habitent tel quartier. Alors, avec le phénomène de l'urbanisation, je ne sais pas si ces familles continuent toujours d'occuper cet espace central au niveau des villes, ou bien nous, dans le cas de Niamey, on a remarqué que certaines grandes familles ont dû céder leurs parcelles parce que les parcelles coûtent cher et se sont retrouvés à la périphérie de la ville. Aller à la périphérie, c'est aussi perdre une partie de son réseau social, c'est perdre aussi, si vous voulez, une certaine légitimité dans un quartier et se retrouver comme un étranger en griffe dans une autre portion de la ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces mêmes phénomènes à Bamako. En tout cas, merci et vraiment bon courage pour la suite. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Gilles? Oui, merci, merci Boca pour cet exposé, pour cette communication, toujours stimulante. Il y a beaucoup de choses à dire et il a fallu que tu tranches j'allais dire, dans la viande pour garder que les bons morceaux, ce qui n'est pas facile. Non, moi, ce qui m'a fait un petit peu réfléchir dans ce que tu dis, c'est deux choses. D'une part, ce revivalisme de la tradition et pour des raisons de consolidation des régimes de légitimité de l'État, etc. euh, eh bien, quelque chose de paradoxal parce qu'en fait, comme vous le savez, l'USRDA, au moment de créer le Mali, s'est dressé contre justement ces traditions, ces suppôts de la tradition qui, pour eux, étaient aussi des collaborateurs du colon. Donc, c'était, comme vous le savez, désignait le PSP, le parti qui était le parti qu'on appelait le parti des chefs de canton, hein, avec, bon, comment il s'appelle? Exactement. Voilà, exactement. Et donc, on avait ça effectivement au Mali, on avait ça aussi en Guinée. Donc, dans les deux pays qui se réclamaient d'un aspect révolutionnaire, et donc de fonder un nouvel État, un nouveau pays, une nouvelle nation, il y avait cette idée que ben, les légitimités traditionnelles, comme on dit maintenant, on ne disait pas ça à l'époque, hein. On disait les chefferies, on disait les pouvoirs traditionnels, on ne disait pas les légitimités traditionnelles précisément. Eh bien, il fallait s'en débarrasser parce non seulement ils n'étaient pas légitimes, mais ils avaient collaboré avec l'oppresseur. Et donc, on a aujourd'hui, évidemment, Alors, pour la Troisième République et pour le processus démocratique, on pourrait y revenir. Et je pense que Monsieur le ministre est bien placé aussi pour faire un commentaire, ce que vous n'avez pas fait, mais sur l'UNCO, sur le retour du pouvoir au village, etc., sur toute cette polémique autour de quel terme il faut utiliser, quel langage il faut pour traduire la technocratie de la décentralisation, pour traduire l'activité politique qui était derrière, ce qui n'était pas facile. Et donc, ça a donné aussi un grand moment au niveau justement du vocabulaire, de savoir comment on dit en bambalankan et dans les langues nationales, ce genre de choses. Mais pour renouer sur mon questionnement, c'est qu'en fait, on va chercher, enfin, le pouvoir politique ou éventuellement même les particuliers vont chercher des formes de légitimité oui, des formes de légitimité auprès de familles dont l'aspect légitime, nonobstant le fait qu'elle est réaffirmée dans l'expression légitimité traditionnelle, est justement suspecte de ne pas être tout à fait légitime. Je m'explique. Ces chefferies ont été, pour une partie d'entre elles, plus ou moins nommées, plus ou moins constituées, plus ou moins reconstituées précisément par l'administration coloniale. Nous avons appris très récemment que le grand-père du chef de l'État de la transition était lui-même chef de canton. Vous voyez, vraiment, c'est assez vertigineux ce genre de légitimité qui vient télescoper tout ce qui est souveraineté, qui est indépendance, etc. Et donc, voilà. Et donc, je voudrais peut-être avoir une réflexion, hein, c'est simplement une réflexion de ta part et peut-être des autres, sur comment finalement ce paradoxe se résout, hein, entre
des autorités traditionnelles qu'on appelle désormais des légitimités, dont la légitimité n'est pas claire pour tout le monde, y compris Niaré, Touré et Dravella, pour ce qui concerne Bamako, qui sont publiquement contestés par d'autres légitimités, si j'ose dire. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants là à l'extérieur? Bon, ben, on va revenir ici. Hein. En attendant, oui. Karamé. Est-ce que je peux? Ibrahima Podiougou qui n'arrive pas à lever la main, mais qui vient de nous écrire qu'il voudrait lever la main. Hein? Non, non, il est à l'extérieur? Oui. Oh oui, il y a. Ok. Non, vas-y. Après, D'accord. Merci Boka pour la communication, de nous avoir donné des éléments de réflexion sur cette question importante de l'État. Et une parenthèse, permettez-moi, avant de continuer à des étudiants ici qui ne savent pas que le concept du retour de l'État à la maison, Camara Seguinso, l'inventaire, il est là, c'est lui. Beaucoup ne savent pas. Vous les lisez dans les livres, vous entendez dans les conférences, c'est Monsieur le ministre qui a inventé ça, qui a théorisé ça pour l'acceptation de la décentralisation. Cela dit, ce que vous dites, je suis partiellement d'accord et je suis même pas sûr que le ministre, après l'avoir écouté plusieurs fois dans des conférences, votre position déjà presque trop tranchée, pas de questionnement, mais les affirmations, je suis pas d'accord qu'il est d'accord avec vous, mais personnellement, moi, pas tellement d'accord sur ces positionnements théoriques. L'invention de la tradition, on m'a dit pour le moment, il n'y a pas une tradition qu'on invente, c'est une tradition qu'on valorise, qu'on fait recours parce que elle est toujours là, elle n'a jamais disparu. Et le pouvoir malien, sa légitimité, c'est les 12 000 villages et ces villages sont des villages dirigés par des chefs de village. Donc, les chefs de village, dans leur majorité, ce sont proviennent des familles fondatrices le plus souvent. Donc, la légitimité des familles fondatrices, Bamako est révélateur de cela, mais quand on fait un regard sur le Mali en entier, moi je ne pense pas que ce soit une invention, c'est juste une revalorisation. Et mieux même, c'est une question de rapport de force entre la légitimité et qui vient du papier dont la démocratie se vante, voilà, aujourd'hui c'est le meilleur système de gouvernance. Et aujourd'hui, cette légitimité influence des chefs de village, des familles fondatrices dans les villages, qui essayent, en tout cas, qui se battent depuis l'arrivée de la décentralisation en disant, mais quelle est la force légitime au village? Quelle est la force légitime dans les communes? Et récemment, on a vu quand même une certaine valorisation en donnant beaucoup de médailles aux chefs de village. Et si on observe cela, les théories, il y en a beaucoup, hein, vous avez cité certaines théories. Les théories qui consistent à dire que la tradition, c'est une invention, ceci ou cela, je ne suis pas sûr que ça s'adapte à notre contexte. Et revenant par rapport à la question de Bamako, les trois familles fondatrices, est-ce que c'est une question de légitimité ou c'est une question vraiment de besoin de rapport pour moi, c'est une question vous l'avez dit un moment en disant est-ce que c'est pas un soutien? Non, c'est pas un soutien, c'est une question de rapport de force. Qui sont les Maliens, qui sont les Bamakois qui sont derrière cette légitimité? Il s'agit de ça. C'est comme les religieux. Le 9 août, tout le monde se rappelle, quand il y a un texte qui devrait passer à la promulgation, c'est passé par l'Assemblée. L'Assemblée à côté. Arrivé à Koulouba, on dit non, non. Qui a dit non? Ce n'est pas des gens qui sont habilités à dire non et que les textes devraient être renoncés par le président. Mais Atité a fait vraiment, il a arrêté le processus pour demander de revoir les textes et selon les féministes, on a quand même dépouillé de ces textes l'essence même qui a mené à ce que ces textes arrivent à Koulouba. Mais ça, c'est le code de la famille, tout le monde a compris, c'est le code de la famille. Mais qui l'a fait? Est-ce que ces gens étaient listés? Est-ce que c'était des partis politiques? Est-ce que c'était des associations qui sont vraiment reconnues? Non, ce n'était pas très évident. Donc, je pense que nous sommes en train de voir quelles sont les forces qui sont en train de construire l'État ou qui gèrent l'État. Et ces légitimités traditionnelles sont une des forces, une des composantes de l'État actuel.
Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir, au lieu de penser que c'est des corps étrangers, des intrus qui viennent gérer l'État. Je ne pense pas comme ça. Je pense que ça, il faut encore interroger le terrain. C'est vrai, il faut lire ces textes sur la tradition, sur la légitimité traditionnelle, mais il faut interroger le terrain malien. Quelle est la réalité malienne? Qu'est-ce qui fait l'État malien? Et l'échelle de la représentation de l'État, c'est les villages, et au village, c'est les chefs de village. Donc, ils sont aussi partie intégrante de l'État moderne. Merci. Ibrahima, qui voulait intervenir. Oui, Ibrahima. Ibrahima. Oui, Oh, oui, merci beaucoup pour pour la présentation. J'ai raté l'entrée, mais j'ai pu écouter une bonne partie de cette deuxième intervention. Et puis j'avais une question pour Bokar, c'est en fait de se demander, donc de lui poser la question de quel est le niveau de capture, c'est-à-dire que quel est le niveau de capture de ces familles de l'appareil étatique. Donc, je vais dire, en termes, par exemple, de possibilités de carrière pour les gens issus de ces familles, à la fois dans la haute sphère de l'administration, par exemple, ou dans les partis politiques, jusqu'à quel point ces familles-là sont insérées et puis est-ce que cette insertion et cette capture de l'État à travers ces institutions permet rend possible cette possibilité de rester indispensable au fonctionnement de l'État. Deuxième question, si la légitimité devrait procéder du fait d'être une famille importante, donc fondatrice, et qu'on accepte ce concept, le questionnement serait de savoir quel est le rôle des autres familles fondatrices qui ne sont pas des Bamako. Les familles qui ont fondé Djenné, qui ont fondé Tombouctou, qui ont fondé Gao, etc., etc., et tout ça. Et parfois, d'un point de vue historique, Bamako placé vis-à-vis de beaucoup d'autres endroits du Mali, avec un retour d'un siècle en arrière, bon, il n'y a pas nécessairement une possibilité de comparer. Par exemple, en termes de poids historique, y compris si on veut penser l'État en termes de l'État d'avant colonisation. En fait, donc, pourquoi ces autres familles fondatrices aujourd'hui se retrouvent léguées dans des positions complètement inférieures et leur avis n'est même, en fait, donc, je ne sais pas s'il y a un lien entre le fait donc d'être à Bamako d'un côté et de deux, la capacité de pénétrer l'administration, les hautes sphères de l'administration et aussi donc du monde politique qui permet à ces familles-là de se maintenir. Donc, voilà, ça c'était un peu la question qui m'intéressait. est-ce qu'il y a. Il a bien levé. Oui, Issoc Issoc Mali. Gilles, vous avez levé la main ou bien vous ne l'avez pas baissé? C'est Madame Si. Diallo. Non, j'ai levé la main. Non, je parle de Gilles. Oui, J'ai levé la main. j'ai Ah, relevé la Gilles. main. Et Gilles. Après, je parlerai après Madame Diallo. Ok, Madame Diallo. Merci, Gilles. Merci, Gilles. Par rapport à cette notion de légitimisation des familles fondatrices et des traditionalistes, moi, je me mets à deux niveaux d'analyse pour mieux comprendre l'influence et le rôle des traditions. Je suis une femme de terrain et en parlant cette fois-ci en tant que femme de terrain, quand nous avons des enquêtes, par exemple, ou bien des plaidoyers à faire à Bamako, nous pouvons ne pas parler du tout aux familles fondatrices, ne pas croiser leur chemin, faire notre travail et avoir l'impression de n'avoir rien raté. Parce que la perception qui est là est que ces familles sont des outils de l'État, statut hérité de la colonisation, comme Gilles l'avait mentionné, que ce sont des espaces de l'État, des outils de l'État, instrumentalisés par l'État, qu'on peut ne pas connaître. Et en tant que sociologue, tu te dis,
cette grande majorité de la jeunesse, est-ce que ces 68% de la jeunesse connaissent la famille, les familles fondatrices, leur accordent un rôle quelconque, leur accordent une importance quelconque? Sinon, alors quelle légitimisation en termes de masse de la population? Sans oublier la petite minorité des militantes pour les droits de la femme et qui veulent vraiment pas être sur leur chemin et les côtoyer, comme quelqu'un a mentionné, leur rôle et interférence dans le code de la famille. Mais alors, dès que nous sommes sur le terrain en dehors de Bamako, et en dehors des villes secondaires, même ça, même à Ségou, on n'est plus obligé d'aller chez ces familles fondatrices. Et c'est la population qui nous demande ça. La population les voit comme leurs représentants. Atara Doutrifeya, est-ce que vous êtes allé là-bas? Est-ce que vous avez amené la cola là-bas? En plus de notre ordre de mission à signer, nous faisons toujours attention pour avoir notre paquet de cola pour ces gens. Parce que la population, en quelque sorte, leur donne une certaine légitimité. Et c'est encore plus sérieux quand nous sommes sur le terrain au niveau des communes rurales. Alors là, on doit même commencer par eux avant d'aller faire signer l'ordre de mission. Je parle en praticienne et théoricienne en même temps. Donc, à ce niveau d'analyse, je peux comprendre qu'on puisse parler de légitimisation, de poids et de pouvoir réel par rapport au pouvoir d'État. Mais dans la grande ville, dans le district de Bamako et les autres grandes villes, c'est une entité négligeable et négligée. Donc, je me dis que en faisant l'analyse, nous devons peut-être nous mettre à plusieurs niveaux afin de pouvoir nuancer un peu les conclusions que nous tirons. Je vous remercie. Merci. Gilles? Oui, merci. C'est juste une petite contribution, mais très très rapide, en réagissant par rapport à ce que disait Youssouf. En fait, je pense qu'il y a une confusion entre la reconnaissance d'une légitimité aux chefferies et une légitimité aux familles cheffales. C'est là où, à mon avis, peut-être l'argument ne peut plus coller. Quelle est la famille fondatrice de Djenné? Quelle est la famille fondatrice de Tombouctou? Est-ce qu'on peut le dire? Quelle est la famille fondatrice de Bandiagara? Et est-ce que c'est eux les chefs? Donc, vous voyez, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la chefferie a peut-être un rôle politique et une légitimité politique à incarner. Le problème qui fait débat, c'est quelle famille incarne ces chefferies. Et c'est là où l'enjeu des familles fondatrices se pose. Parce que les familles fondatrices de Bamako, qui sont devenues une sorte de président des familles fondatrices du Mali, si j'en crois, si je me souviens bien, voilà. Je pense qu'il y a des villes qui, il y a 150 ans, n'étaient pas des capitales coloniales, qui étaient des villes dirigées par des États africains, et donc une antériorité bien supérieure à celle de Bamako. Donc on voit bien que le problème, c'est pas vraiment la question de la famille fondatrice, qui là est un marketing politique, on sent bien. C'est d'ailleurs une notion qui vient d'ailleurs. C'est pas une notion, c'est pas de Goutillat, hein. Famille fondatrice, c'est un élément particulier. Alors que finalement, l'esprit même de ce que peut-être a voulu dire la Troisième République et peut-être aussi cette Quatrième République en cours, c'est que la chefferie est peut-être à réintégrer dans l'élément constitutionnel. Là où il avait été exclu en 1960, exclu à la Constitution de 1974 et exclu en 91. Voilà. Je rappelle que dans l'histoire des chefs de quartier, des chefs des Dougoutigués, etc., si vous allez au Tchad, par exemple, on les appelle chefs de race. Vous voyez, ça va très loin. C'est-à-dire qu'on arrive à des systèmes compliqués en termes de légitimité et de discrimination par ailleurs, qui est légitime, qui ne l'est pas. Voilà. Par contre, que la chefferie soit aujourd'hui un organe qui est devenu un échelon intéressant au niveau local pour discuter avec les collectivités territoriales, par exemple, pour élaborer les choses et les intégrer,
le rendre plus endogène, voilà, plus participatif. Oui, peut-être ça, c'est un élément important. Merci. Bon, je vais en profiter. Hein. Le modérateur va devenir. C'est une question qui m'intéresse et qui me passionne, qui m'a toujours passionné d'ailleurs. C'est pas aujourd'hui. C'est pas parce que je suis descendant d'un chef traditionnel que ça m'a passionné. Mais ça me passionne toujours cette question-là parce que je m'interroge là-dessus. Surtout que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de territoire et dès qu'on va sur les territoires, il y a des pouvoirs, il y a des légitimités qui sont liées à des pouvoirs, donc le problème se pose. Je vais commencer d'abord par la question de retour de l'administration à la maison. C'est une question qui a été une question polémique, surtout entre nous et certains universitaires. En fait, je crois que c'est une mauvaise compréhension de la langue. J'ai peur d'être trop long, mais ce processus a démarré à la mission de décentralisation. Effectivement, quand nous avons été confrontés à la question d'aller expliquer la décentralisation, d'aller expliquer le projet, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on voulait faire, on a été très vite confrontés à la question de la langue. Parce que, bon, nous sommes un pays avec une pluralité de langues, avec une langue officielle que très peu de gens de population parlent. Donc, il fallait essayer de trouver un moyen de communiquer. Réaction normale, on est allé vers, à l'époque, il y a une structure qui s'appelle la DENAFLA, où il y a des spécialistes des langues. Nous sommes allés les voir pour leur dire, bon, voilà notre problème, trouvez-nous le moyen de communiquer sur cette question-là. Les linguistes ont tourné, ils ont fini par nous dire, il n'y a pas de traduction de la décentralisation dans les langues maliennes. Allez-y avec le concept de décentralisation. Bon, qui va finir par, comme tant beaucoup d'autres concepts, intégrer. En fait, l'équipe que nous étions, on n'était pas satisfait de ça. Quand même, il y a un problème. Et surtout que le souci premier qui nous guidait, c'est vraiment de trouver le moyen de mettre les communautés au centre de cette politique-là. Donc, on n'était pas satisfait. Alors, on avait un des collègues qui a dit, bon, cette question, il ne faut pas chercher la réponse au niveau des administrations. Il faut descendre dans les villages. Et nous sommes allés dans un village pas loin de Bamako, à côté de Kangaba, qui s'appelle Kenyegoué, en plein cœur du Mandé. Et on a fait une réunion avec les acteurs locaux, les chefs, les femmes, les jeunes, les notables. On a fait une séance de travail sur la question. Et c'est au cours de cette séance de travail que, bon, certains notables sont levés pour dire, mais si nous comprenons bien ce que vous nous expliquez difficilement comme ça, en fait, vous voulez le retour de l'administration à la maison. En expliquant qu'en réalité, l'administration a toujours existé au village. Le chef de famille administre sa famille, le chef de quartier administre son quartier, le chef de village administre son village. Et donc, c'est cette problématique que vous voulez, d'où la notion en bamana de Mra-Sébisso. Parce qu'il y a une confusion sur les langues, les gens ont confondu Mara et Fanga. Or, c'est deux concepts différents. En Maninké Bambara, Mara, c'est l'administration. Fanga, c'est le pouvoir. Donc, en réalité, on n'a jamais dit Fanga Sébisso. Mais ça a été repris par des chercheurs qui disent Fanga Sébisso. Effectivement, Fanga Sébisso, ça crée un problème. Or, ce jour-là, on s'était bien mis d'accord qu'on est dans un processus de démocratisation. Il y a un pouvoir dans une république, il y a un pouvoir, c'est la loi. Maintenant, l'administration se fait à plusieurs niveaux. D'ailleurs, ça revient dans l'histoire du royaume Bambara de Ségou, qui apparaît comme un des royaumes avec un pouvoir le plus fort. À Ségou, c'est bien connu. Fanga est créé, mais Mara Sigoro Kacha. Il y a un pouvoir, mais il y a plusieurs types d'administration. Donc, en réalité, c'est comme ça, c'est ce que je voulais expliquer pour bien expliciter ce contexte. Parce que dès qu'on va au niveau local, dès qu'on va sur le territoire, il y a une pluralité de modes administratifs. Et je crois que ça,
nos États n'ont jamais réussi à intégrer ça, à organiser ça, même à le prendre en compte. D'où la question, et je reviens là-dessus, en fait, cette question de chefferie traditionnelle, que je préfère le concept coutumier, moi, à traditionnel. C'est comment on règle là. C'est une question qui est constante depuis l'indépendance de notre pays et qui nous poursuit, qu'on n'a pas fini de régler encore aujourd'hui. Comment on règle la question de l'adéquation entre l'État et la nation? Certains diront les nations. C'est une question centrale sur laquelle on saute allègrement. Certains disent que le Mali n'a pas une nation, d'autres disent qu'il y a plusieurs nations. Mais comment on règle la question? Parce que c'est bien entendu et admis aujourd'hui qu'il y a un problème. Il suffit de ne pas vivre dans nos pays pour comprendre qu'il y a un problème entre l'État et les nations que certains appellent les communautés. Bon, comment on le règle? Comment on le règle sur la question de la légitimité? C'est une des leçons que moi j'ai tirées parce qu'au niveau de la décentralisation, j'ai été un concepteur, mais aussi j'étais un acteur parce que j'ai fait un mandat de conseiller municipal chez moi, à Banagara. J'ai fait exprès d'aller sur le terrain, d'aller me confronter à la question. Effectivement, à Banagara, comme dans plusieurs autres communes, mon constat est que dans toutes les communes où les élus avec légitimité démocratique ont réussi à établir une collaboration équilibrée avec les légitimités traditionnelles, ça va. Mais partout où ils sont entrés en conflit, les problèmes entravent le fonctionnement de la commune. Souvent, ça va même à la dissolution du bureau de la commune. Donc, voilà. Donc, c'était un véritable problème, la question de la légitimité. Deuxième problème, quand on dit autorité coutumière, autorité traditionnelle, c'est tout de suite la diversité. Or, nos États centralisés ne savent pas gérer ça. Quelqu'un l'a dit, je suis d'accord. Les familles fondatrices ne sont pas les seules autorités coutumières dans notre pays. Dès que vous sortez de Bamako, partout où vous allez, vous trouvez les autorités coutumières. Chez nous, il y a le Ogo. À Kouchala, il y a la famille Ouattara. À Sikasso, il y a la famille Traoré. Partout. Dans le nord, il y a les familles qui ont d'ailleurs joué un rôle, parce que quand les djihadistes ont chassé l'État du terrain, ce sont ces familles-là, ces légitimités, qui, avec les jeunes, ont maintenu un service public minimum et qui ont résisté même contre les djihadistes. Donc, ils jouent un rôle, même pour sauver l'État. Donc, chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est vers cela que l'État se précipite. Le cas de Bamako est un cas emblématique, parce que Bamako, c'est la capitale du pays, mais il y a plein de familles comme ça qui jouent un rôle fondamental politique au niveau des territoires. Maintenant, selon il peut être positif ou négatif, ça dépend de la position, dans quelle situation on se trouve. Mais je crois que c'est une question, je termine là-dessus, par rapport à ma contribution, c'est une question centrale sur laquelle on n'a pas fini de travailler et on n'a pas fini de répondre. La question de l'État-nation. Est-ce que c'est l'État qui construit la nation ou c'est la nation qui construit l'État? Alors, bon, je suis avec des chercheurs, des universitaires. C'est une question sur laquelle vous devez réfléchir. Parce que depuis l'indépendance, on est en but avec ces questions. Cette situation de coup d'État, cette situation de renversement des régimes, tout ça, c'est quelque part lié à ça. Comment vous comprenez? Et je termine là-dessus, parce que je peux parler des heures sur cette question. On vote une constitution, on l'a fait approuver, et ceux-là même qui ont soumis cette constitution la violent, et puis rien ne se passe. Rien ne se passe. Quand même, ça devait poser. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas un problème avec ou contre le pouvoir. La question devrait se poser. Comment on approuve une constitution à une large majorité, le lendemain on la viole et rien ne se passe? Bon. Là, je crois que vraiment, en termes de chercheurs, nous ne pouvons pas continuer à évacuer cette question-là. On ne peut pas continuer à évacuer. Trouvons les moyens d'en parler, mais en parlons quand même. Parlons-en. Par rapport à l'argent, là, on va faire la recherche.
Je pense qu'on est tellement interpellé aujourd'hui par rapport à ces actes de recherche qu'il faut forcément qu'on se mobilise là-dessus. Bon, Oui, c'est une contribution, hein, ce n'est pas une question vocale. oui. Oui? Je peux faire une petite contribution. Le son, le son. Ah, d'accord, très bien. Vous m'entendez bien? Ah, Moriki, on t'entend très bien. Merci beaucoup. Actuellement, je suis en train de travailler sur la commune de Soubidiania, qui est devenue la commune de Tomora. Vous savez, les réalités sont plurielles dans ce pays, très plurielles et très variables d'une localité à l'autre. Dans cette commune, il y a 42 villages. Traditionnellement, tous ceux qui ont fondé les villages, ce sont les Sissoko, qui sont les nobles par ascendance et qui ont donc majoritairement créé les villages. Même s'ils n'ont pas créé, ils en sont devenus les chefs. Et le pouvoir est légué de père en fils dans ce milieu. Maintenant, aux dernières élections, je crois que c'est 2009, communales, un descendant d'esclaves accède au pouvoir communal, devient le maire. Ah, ils disent que non, ça, jamais. Un descendant d'esclaves ne peut pas commander aux descendants de nobles. C'est un renversement de situation. Donc, ils ont coalisé, ils ont écrit pour dire qu'ils ne reconnaissent pas son autorité. Et ça fait beaucoup de bruit. Et beaucoup de bruit parce qu'il y a eu même des morts. Il y a eu des conflits qui ont, enfin, des trucs qui ont abouti à des morts. Il y a eu des procès, plusieurs procès. J'en passe. C'est pour dire que la situation de ce que nous appelons chefferie traditionnelle, quel que soit le mot qu'on utilise, de toute façon, la réalité à laquelle ces mots renvoient, c'est à peu près la même chose. C'est des familles qui ont, pendant un certain temps, géré les affaires publiques et qui l'ont légué de père en fils jusqu'à un certain niveau. Donc, lorsque la constitution, la nouvelle constitution est apparue, eh bien, j'ai greffé ça un peu à notre analyse et voir comment la cohabitation se fait entre légitimité traditionnelle et ce que j'appelle légitimité démocratique. Parce qu'en fait, il y a évidemment confrontation. Vous avez dit partout où il y a eu complémentarité, ça marche. Mais quand ça se greffe à d'autres conflits internes, je pense que c'est compliqué. Et donc, j'ai écrit cet article-là il n'y a pas assez longtemps, où je mets un peu en avant ce que dit la Constitution. Les autorités et légitimités traditionnelles, gardiennes des valeurs de la société, contribuent au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion, à la prévention et à la gestion des conflits. C'est ce qui est dit à l'article 179 de la Constitution pour un peu valoriser ces autorités coutumières. Mais ce n'est pas la première fois, en fait, même si ça n'a pas été légiféré. Eh bien, vous l'avez remarqué, sous Modibo, eh bien, il y avait rupture sous Modibo Keïta. Tout comme au Burkina, parce que je crois que Gilles parlait un peu de la Guinée, mais au Burkina aussi, le premier régime a mis fin au pouvoir des chefs de canton, comme Modibo l'a fait au Mali. Mais après, vous voyez que le régime de Moussa Traoré a nué un peu avec ses féodaux, ce pouvoir féodal, en tout cas chez nous. Et ça a valorisé ces familles-là. Finalement, il faut que la salle parle. Hein. Oui. Bon, petite contribution. Je ne vois pas derrière, mais voyez, allez-y. Pour venir. Non, approchez-vous Non, du micro. Bonjour, moi c'est Bouakar Abderrahman, étudiant en Master 2. Okay. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport
aux familles, comment on appelle, familles fondatrices. Euh, docteur Gilles a demandé si à Djenné, à Tombouctou, il y a des familles fondatrices. Certes, à Tombouctou, je crois qu'il n'y a pas de famille fondatrice, mais plutôt de religieux. Parce que vous vous rappelez qu'en 2018, lors des élections présidentielles, Ibeka avait un souci avec le shérif de Nioro. Et c'est à Tombouctou qu'il est parti chercher ce shérif. C'est parce que vous vous rappelez, il a été même, je parle sous le couvert de l'Allah, il a été même, comme on appelle, tribané à Tombouctou. Par contre, à Gao, il y a deux familles. Il y a les Armas de Gao et les, comment on appelle, les Meiga. Il y a deux autorités à Gao, c'est-à-dire les Touré et les Meiga. Et chaque fois, comme on appelle que quelqu'un meurt, on le fait remplacer par son fils ou bien par le parent le plus proche. Et à Djebok, qui est à 45 km de Bamako, il y a la famille chérifienne de Djebok, qui date depuis le temps colonial. Et il faut avoir toujours leur soutien pour être maire ou bien pour être député. Et Fait Assarid avait toujours leur soutien. Quand vous remontez encore au nord, la famille Intala, c'est-à-dire même une ONG pour travailler à Kidal, il faut passer par l'ONG du fils de Intala, qui s'appelle Ataïb. Et si vous n'avez pas son soutien aussi, vous ne serez jamais maire ni député à Kidal. Par contre, quand vous partez vers Meneka, c'est toujours la famille, comme on appelle la famille Bajen. Bajen aussi qui est un petit-fils à l'autre, là, comme on appelle, à Firou. Voilà, donc c'est ce point que je voulais ajouter, comme on appelle, par rapport à ce que monsieur le ministre vient de dire. Merci. Je crois qu'il y avait un deuxième intervenant. Oui, allez-y. Voilà. Et le micro pour que les gens entendent l'enregistré. Voilà. Merci. Bonsoir, chers professeurs, bonsoir, chers collègues et camarades de classe. Et merci, Bouakar, pour vos interventions. Moi, à partir de vos interventions et à partir des constats que j'ai faits, Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous voit pas là. Présentez-vous. Vous m'entendez pas? Je suis là, c'est Ali Alkoué. Je dis je remercie beaucoup les conférenciers pour ces interventions. Donc, à partir de mes constats, j'ai aussi compris qu'à chaque fois qu'il y a un bruit ici à Bamako, les familles fondatrices, sinon les familles dites fondatrices, s'arrangent aux côtés du pouvoir pour mettre pression sur les populations. La question que moi j'aimerais poser, est-ce que ces familles fondatrices ne sont pas une complice de l'État pour manipuler, n'est-ce pas, les populations? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle différence faites-vous, Bouakar, entre ces familles fondatrices et les sages de Bamako, de Ségou, qui aujourd'hui se permet d'ailleurs, sinon qui aujourd'hui, lesquels se permettent, n'est-ce pas, de menacer les populations pour ne pas sortir et réclamer un tout leurs droits. Alors, merci beaucoup, Ali. Je pense que si le modérateur le permet, je pose juste la dernière question. Oui. Très rapide, hein? Très rapide. Au regard de tout ce qui a été dit, Bouakar, et dans le cadre justement de ta thèse, est-ce qu'il y a un moment où tu fais le lien avec la situation actuelle? On parle de légitimité traditionnelle, on parle de famille traditionnelle, on parle de ce pouvoir qui continue justement à être voilà, transmis, parce qu'on est aussi dans cette transmission, tu l'as rappelé, hein, qu'on est quand même dans une continuité en termes de pouvoir, en termes de ressources, en termes d'instruments. Quel est aujourd'hui le rapport entre ces familles fondatrices, les trois que tu as soulignées, et les autorités aujourd'hui? Si je dis les autorités, je parle bien sûr des militaires aujourd'hui au pouvoir. Quelle est cette forme justement de collaboration, le rapport réellement entre cette famille fondatrice et les autorités aujourd'hui au pouvoir à Bamako? Merci. Merci beaucoup. Bouakar? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je ne sais pas combien de temps j'ai.
Si on est encore dans le temps ou Bon, si je dois faire vite. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Donc, je remercie beaucoup pour tous ces retours sur ce travail. Je vais peut-être commencer par la question de mon professeur Youssef Karambe pour peut-être dire que je pense pas qu'il y ait en fait, je pense pas qu'il y ait il y ait un malentendu en fait entre nous, entre ceux qui, oui, je pense pas qu'il y ait un malentendu et que dans le cadre de mon travail, moi, je ne dis pas du tout en fait que les recours à ces familles-là est une maladresse de la part en fait des acteurs politiques, le fait de les mobiliser dans leur stratégie. Ce que je dis, c'est plutôt que c'est une innovation, c'est une révalorisation, parce que l'invention de la tradition, c'est aussi ça, c'est que on essaye d'établir en fait une continuité historique entre ce qui se fait maintenant et ce qui s'est fait par le passé, même si cette continuité-là n'est pas souvent active ou réflexive, en fait. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas, de malentendu sur la revalorisation. Je suis d'accord avec vous, en fait. Et c'est d'ailleurs la dernière partie de mon travail, en fait, tous ces débats sur la revalorisation de la tradition ou la revitalisation de la tradition, même si après les débats qu'on peut avoir, c'est sur les modalités, en fait, de la revalorisation de ces acteurs-là. Et de toutes les façons, c'est pas pour opposer, en fait, la tradition et la modernité, parce que ça, c'est un paradigme que je considère comme étant un peu daté, parce que ça a contribué à façonner cette image d'une Afrique traditionnelle anti-moderne, qui serait anti-moderne, en fait, et qui est le fruit d'une construction idéologique aussi. En fait, on peut renvoyer aux thèses hegeliennes et aux thèses évolutionnistes. Ce que j'essaie de dire à travers ce travail-là, et même dans le cadre de ma thèse aussi, c'est que c'est une société qui fonctionne comme toutes les autres, c'est-à-dire elle a des problèmes, et elle veut apporter en fait des solutions à ces problèmes qui se posent à elle. C'est tout, comme toutes les sociétés. Et pour cela, on s'appuie sur en fait des ressources propres, bon, qu'on considère comme étant en fait issues du passé pour innover. C'est un peu ça. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de malentendu. Sur la question de Amani, alors ça c'est une question qui est importante, parce qu'on sait que par exemple à Bamako, c'est l'espace qui est occupé aujourd'hui par ces trois familles-là n'est pas le site initial là, en fait, et qu'elles vivaient du côté en fait des rails bien avant, et que c'est l'administration coloniale qui les a déplacés vers l'actuel site de Nyarela, aujourd'hui Bagadadi, bon, qui est le quartier qui abrite l'Assemblée nationale, mais qui s'appelait avant Tawatila, en fait. Ensuite, Tourela, bon, Tawatila pour renvoyer, oui, c'est ça, pour renvoyer à l'origine des Tourés, parce que les Tourés situent leur origine dans les toits algériens, en fait. Donc, on est là sur les routes de commerce transsahariennes, même si les Tourés font passer leurs ancêtres de toits en passant par Tombouctou, par Djenné aussi. C'est que certains ont analysé comme étant une façon de donner du prestige, en fait, à leurs ancêtres aussi, parce que Tombouctou et Djenné, c'était de très grands centres, en fait, en termes d'enseignement islamique, et aussi, et surtout. Et donc, ils sont sur ces espaces-là aujourd'hui, elles sont sur ces espaces-là aujourd'hui qu'elles continuent d'occuper, même si les Niarés, c'est différents sites aussi, hein, parce qu'on a les Niarés
dans la vallée, dans ce qu'on appelle la vallée, donc dans la ville de Bamako, mais aussi les Niaré de Chikoroni, en fait, sur les collines, et que les Touré, c'est pas qu'une seule famille aussi, c'est plusieurs familles, et puis aussi des familles maraboutiques, en fait, qui gravitent autour des Touré, qui ont, entre guillemets, on va dire ça comme ça, colonisé l'espace, en fait, religieux, parce que les Touré ont la gestion, par exemple, des trois grandes mosquées de Bamako. Ce sont eux qui en nomment, en fait, les imams, surtout. Même si je fais attention à cette dimension-là, parce que pour ne pas tomber dans les assignations identitaires, parce que très souvent, il est courant d'entendre, en fait, dire que les Niaré sont des Bamanans féticheurs, que les Tourés, c'est des musulmans, etc. Ça, ce sont des assignations religieuses auxquelles il faut faire très, très, très attention aujourd'hui, en fait. Et donc, oui, pour finir, en Mani, ces familles-là continuent d'occuper ces mêmes espaces, Nyarela, Bagadaji, et puis Dravela aussi. Sur la question de la revitalisation de Dr Holder, bon, qui est un sujet aussi intéressant et sur lequel je continue de développer aussi dans le cadre de ma thèse sur la décision de l'USRDA de supprimer, en fait, les chefs de canton parce que c'était considéré comme étant des suppôts de la colonisation. Mais après, on a la chance d'avoir Jean-Hervé Jézéquel qui en parle aussi dans son travail en tant qu'historien. Le fait que c'était d'abord par calcul politique aussi, parce que c'était dirigé contre contre le parti soudanais progressiste de Philippe Dabo. C'était pour affaiblir quelque part aussi le PSP de Philippe Dabo, qui était porteur d'un projet de réinvention carrément de la chefferie, parce que la base sociale de ce parti reposait effectivement sur en fait, les chefs de canton, y compris les Niaré, justement. Et c'est d'ailleurs ce que raconte les livres, l'ouvrage collectif sur le régime de Moussa Traoré, Djibril Diallo. Il raconte que Philippe Dabo est venu voir, en fait, c'est Mamoudou Konaté qui a présenté Philippe Dabo et les Niaré, en fait, à Bamako ici, et que ça lui a permis d'être connu, en fait, dans la capitale, là. Où il n'avait pas véritablement en fait d'assises. À l'époque, ça m'amène à répondre à la question sur en fait les affiliations partisanes posées par Ibrahima en fait pour dire que bon, on pourrait avoir peut-être on pourrait écrire là-dessus une petite histoire en fait politique au niveau local, parce que encore une fois ces familles-là les Niaré sont considérés comme ayant été proches de l'USRDA. Non, du PSP, pardon, du PSP, et les Touré, en fait, de l'USRDA, souvent les Dravés aussi, et même si actuellement c'est beaucoup plus complexe que tout ça. On a des membres de ces familles, issus de ces familles-là qui militent dans des partis, même si ce qui est nouveau et ce qu'on a vu avec le régime d'Ibeka, c'est surtout le positionnement de ces familles-là lors des élections pour participer à la fabrication de préférences politiques aussi, en fait, lors des élections. Les Niaré surtout, hein, qui ont appelé à voter pour IBK. Et quand j'ai rencontré l'un des conseillers du patriarche des Niaré à l'époque, il m'a dit clairement que c'est lui qui a appelé à voter pour IBK, ce qui tranche avec le rôle de neutralité qu'on attendait de ces familles-là. Mais est-ce que en fait leur positionnement en faveur des candidats vaut forcément en fait peut renforcer ou donner quelconque poids? Ça, c'est une autre question, en fait, parce qu'on sait que au niveau, lors des élections, au niveau local, il y a des membres issus de ces familles-là n'ont pas gagné, en fait, des élections.
Et bon, le seul maire au niveau local que moi j'ai connu issu de ces familles-là, c'était Abba Niaré, en fait, qui avait eu des problèmes à un moment donné lors sous l'ère Ibrahim Bokar Keïta. Et donc, quel est le niveau de capture de ces familles de l'appareil? Ça, c'est aussi une autre question et que j'aborde aussi dans le travail, mais surtout en l'abordant sous l'angle de la conversion du capital symbolique, en fait, de ces familles-là, souvent en capital bureaucratique, parce que, encore une fois, il y a des membres issus de ces familles-là qui ont occupé de hautes fonctions dans l'appareil. Et d'ailleurs, il y avait un poste à la primature de chargé de mission qui était occupé par un membre de ces familles-là, mais qui a démissionné après. En fait, c'était Mamadou Bamou Touré, qui était auprès du Premier ministre, surtout Boubou Cissé, même s'il a démissionné en pleine contestation, en fait, contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta à l'époque, en 2020 surtout, ce qui avait été interprété comme une façon pour les familles fondatrices de lâcher, en fait, IBK. Certains ont interprété ça comme ça, que les familles ont lâché, en quelque sorte, IBK. Bon, on peut citer aussi d'autres personnalités, comme le général Naïm Touré, Mokhtar Touré actuellement, Mokhtar Touré aussi qui était conseiller à la présidence. La liste n'est pas exhaustive, hein, et moi, j'ai pas, dans le cadre de mon travail, j'ai pas fait de prosopographie, en fait, pour en fait montrer qui est là, dans quel segment, en fait, qui a occupé telle fonction dans tel segment, en fait, de l'appareil d'État. Ce qui aurait été très intéressant, et c'est une des limites du travail que j'ai souligné aussi dans la conclusion de cette recherche. Bon. Ah oui, d'accord, d'accord, ça c'est un de mes problèmes. Et donc ça c'était pour répondre à la question d'Ibrahima. Et 5 minutes. Ce pouvoir des familles tient aux autorités ou à la population. Bon, j'ai expliqué comment les familles émergent à partir du renouveau démocratique sous le président Konaré. Surtout, ce sont les dirigeants politiques qui sont surtout allés chercher ces familles-là sous le signe du renouveau, pour aussi rendre hommage ou rendre justice à ces légitimités-là qui avaient été supprimées sous Modibo. Sinon, et ça me permet de répondre à une autre question qui a été posée sur la légitimité. Sinon, il y a beaucoup de débats sur en fait la légitimité même de ces familles-là, parce qu'elles n'ont pas de statut en fait constitutionnel de toutes les façons. Et puis même le débat sur qui a fondé Bamako, en fait, donc ce conflit autour de l'autochtonie fait que beaucoup de gens se demandent, mais personne n'a fondé Bamako. En fait, il est même courant d'entendre ça. Personne n'a fondé Bamako. Bamako, c'est comme Bamako et Benkoumoré, quoi. C'est comme une forêt la brousse dans laquelle on s'est rencontrés et on s'est installé, en fait. Mais il y a beaucoup de récits qui sont en concurrence et qui font ce qui fait que la légitimité de ces familles-là est très contestée. Mais il n'empêche que on a recours à ces familles-là en temps de crise, notamment, ce qui veut dire que quelque part elles sont aussi utiles, même si formellement elles n'ont pas de statut. Bon, c'est que le pouvoir actuel essaye aussi de corriger, en fait, à travers le projet, la nouvelle constitution, même si peut-être, moi je suis curieux d'entendre Monsieur le ministre là-dessus, ça ne règle pas en fait le fond du problème, qui est quel rôle en fait on fait jouer à ces autorités-là, en fait, de façon générale. Moi j'ai l'impression que ces régimes-là fait surtout de la revitalisation de ces anciennes structures-là une dimension importante de son travail de légitimation ou de la consolidation, en fait,
de son pouvoir politique, en leur donnant par exemple des médailles, en leur donnant des certificats. Est-ce que c'est pas une façon, surtout comme l'ont fait hein, les régimes précédents confrontés à la pression de la démocratisation, est-ce que c'est pas une façon de s'appuyer sur le poids de ces familles plutôt pour se légitimer au niveau local, en fait, plutôt que de leur donner, de leur faire jouer un rôle quelconque dans la stabilisation, dans la stabilité, en fait, même du pays de façon générale. Donc, je vais en terminer là-dessus, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je pense. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des dernières réactions? Bon. Oui, une dernière question. Donc, je veux savoir si Bokar est au courant donc, de la création d'un consortium de chefs coutumiers. Voilà, donc, il dit, qu'est-ce au courant donc, de la création d'un consortium de légitimité coutumière qui est même piloté par les familles frontières de Bamako. C'est un cadre qui réunit tous les chefs coutumiers au Mali. Donc, par là, donc, est-ce que cela pourrait réactiver, donc, réactiver les tensions concurrentielles fondées sur les statuts sociaux, même si cela reste brûlant au Mali. Peut-être pour dire que je ne connais pas cette structure-là, ce consortium-là. En fait, j'ai par contre entendu parler d'une réunion des chefs traditionnels, pas que maliens d'ailleurs, un peu de la sous-région, en 2022. Avant même, en fait, Assimi Goïta leur décerne des médailles, etc., qui visait un peu à faire participer les chefs à la construction de la paix. Ça, je suis au courant, et qui était un peu dirigé ici par Nasser, le chef de la tribu de Kelantassa, surtout. Donc, non, je ne connais pas ce consortium-là. Mais sur les tensions, ça, il y a des travaux qui abondent dessus, en fait, sur la subversion des hiérarchies statutaires, en fait, même y compris dans le cadre du conflit actuel, que ce soit dans le nord ou même dans les centres du Mali, en fait, pour expliquer la mobilisation armée actuelle, en fait. Ok, merci beaucoup. Je crois que personnellement, je n'ai aucune prétention de vouloir conclure ce débat. En fait, qui est un débat qui est ouvert, qui continue, qui est ouvert depuis longtemps. Je crois que ce débat existe dans notre pays depuis les indépendances, l'accession à l'indépendance. On n'a jamais pu trouver une réponse à la question de l'État. Ça reste posé, c'est ouvert. Ça fait qu'on a une histoire institutionnelle jalonnée de crises. Chaque fois qu'on pense qu'on a trouvé une voie pour sortir de cette crise, on retombe. On a du mal à répartir. Et je crois que donc la question est une question centrale. Les deux thématiques qui ont été évoquées, la question du vérificateur, c'est la grande problématique de la crédibilité de l'action publique. C'est vraiment comment nous allons faire pour donner une crédibilité à l'action publique, lutte contre la corruption, évaluation des politiques publiques. Ça interroge l'État. La deuxième thématique de Boubacar, c'est la question de la légitimité. L'État, où est-ce que l'État va aller chercher, accrocher sa légitimité, trouver sa légitimité, sur quel espace?
Je crois que c'est ça aussi la question. Donc, les deux thématiques se complètent et on centre la question de l'État. Et moi, j'ai l'habitude, bon, sans être un spécialiste des institutions, en politique, j'ai l'habitude de dire et d'écrire que, en fait, notre État est né avec des ingrédients de la crise dans son berceau. Et les principaux ingrédients, c'est comment faire l'adéquation, comme je dis dans mon intervention sur le deuxième thème, c'est comment faire adéquation avec là où les nations. Parce que même là aussi, il y a un problème. Est-ce qu'on a une nation? Est-ce qu'on a des nations? Et comment faire l'adéquation? Malheureusement, nous avons fait des choix à l'indépendance. État unitaire, décentralisé, et centralisé, disons. Bon, on même dit le Mali est un indivisible. C'est des concepts qu'on utilise souvent sans réfléchir sur le poids qu'il y a les lectures politiques. Dès que tu dis le Mali est un, tu vas vers l'uniformisation. Dès que tu vas vers l'uniformisation, la diversité malienne est étouffée ou oubliée. Or, nous sommes une nation qui a la diversité au cœur. Donc, voilà, ça pose de gros problèmes politiques, théoriques, techniques. Et je vois que ça ouvre un large espace de débat pour les chercheurs. Et moi, je conclue là-dessus. J'espère que ces débats vont continuer, susciter des thèses, susciter des mémoires pour approfondir la pensée, le savoir. Et surtout en des périodes où nous sommes, où on a perdu la boussole. Il faut savoir comment on peut la retrouver, la boussole, très vite, parce que si on ne la retrouve pas, c'est danger. C'est danger. Parce que l'État n'est plus seul sur le territoire aujourd'hui. L'État a des concurrents sur le territoire. Et les djihadistes qu'on a, ils sont en train de construire leur État. Hein. Et ils construisent leur État à partir du bas, à partir des territoires. Ça, c'est une grande menace aujourd'hui. Quand on regarde et on interprète ce qu'ils sont en train de faire, la façon dont ils se déploient sur le territoire, ils sont en train de construire une forme d'État à partir des territoires. Tout à fait. En trouvant des adéquations avec les communautés, cette diversité communautaire qui gêne tant l'État. Mais ils sont en train de faire ça. Donc, je crois que c'est vraiment... Moi, je ne pense pas qu'on peut lutter contre ça avec des armes. C'est avec la réflexion. C'est avec une politique, avec des stratégies qu'on peut lutter contre ça. Voilà. Donc, je conclue là-dessus en vous remerciant encore une fois de participer à ce genre de... Merci beaucoup, Ousmane Sy. Merci pour cette clairvoyance. Merci pour toutes ces idées en termes de construction justement des nouvelles thématiques et puis des anciennes aussi pour les renforcer parce que la réflexion de Bokar s'inscrit dans une thèse et puis il y a aussi post-thèse, peut-être ça va élargir aussi sur d'autres choses, d'autres champs beaucoup plus larges, beaucoup plus peut-être intégratifs de ces questions-là et au-delà du Mali aussi, peut-être il faut voir tous ces paramètres-là. Et je remercie aussi Adam sur votre présentation qui était très, très riche, qui nous a servi de comprendre beaucoup sur l'administration et sur ces organes justement de contrôle en termes de crédibilité et en termes de non-crédibilité, de légitimation et de non-légitimation aussi de ces structures-là. Et puis, moi, je ne vais pas non plus conclure, hein, Ousmane. Donc, je relaisse la parole à Gilles pour que tu puisses conclure cette séance-là que tu as organisée avec les deux collègues et que tu as pu quand même faire mobiliser Ousmane pour qu'il soit parmi nous à Mayambougou dans les beaux locaux de Mapouter. Là, ce n'était pas gagné, mais bon, tu as pu le faire. Donc, je te redonne la parole pour conclure cette séance de séminaire. Gilles, avant de prendre la parole, la première chose que j'ai dite à Fatmata quand je suis arrivé ici, c'est que Makoter est rentré en clandestinité. Je n'osais pas le dire, mais bon, il a dit.
Alors, c'est en clandestinité ou en résistance? Je ne sais pas. Non, merci à tous. Moi, j'ai été vraiment très, très heureux de cette séance de séminaire très riche, qui a une grande cohérence entre l'État par le haut, hein, d'une certaine manière, avec le bureau et même par le très haut, si je veux faire un jeu de mots, avec le bureau du vérificateur général, où on a vu aussi tout l'aspect extraverti de l'État, hein, c'est-à-dire le fait que les choses, quand même, sont très déterminées de l'extérieur de l'État, de l'extérieur du pays. Et ça, c'est une vraie difficulté, hein, qui explique aussi tout ce qui se passe, la transition, le coup d'État, etc. Bon, voilà, et je crois que les gens ont un ressenti qui n'est pas faux. Il faut quand même le comprendre. Et puis, c'est le deuxième exposé qui, d'une certaine manière, nous renvoie à l'État par le bas. C'est-à-dire, non pas ce bricolage ou ce qu'on voudrait appeler un bricolage, mais un État qui a aussi à s'administrer de façon pratique, c'est-à-dire qui définit des normes pratiques, ce qui manque souvent à l'État du haut. Et le problème de l'État du haut, c'est que il se veut aussi monopolistique. Et on voit bien que dans un Mali d'1 250 000 km², avec 23 millions, presque 23 millions d'habitants et 150 000 fonctionnaires, le monopole étatique doit être vraiment repensé. Et là, c'est là où la question de la chefferie est assez intéressante. Je pense qu'il faut la décloisonner, c'est-à-dire de la distinguer des familles fondatrices, c'était mon propos à propos de Youssouf, avec Youssouf, la distinguer des familles fondatrices pour s'apercevoir qu'il est peut-être effectivement un élément de construction d'une nouvelle décentralisation, ou en tout cas d'une décentralisation plus intégrée, plus endogène, moins administrative, moins politique aussi. Et je pense que vraiment les deux communications ont fait un lien tout à fait intéressant de ce point de vue. Et je remercie pour la qualité en plus de vos propos. Et je remercie le modérateur qui n'a pas simplement modéré, mais qui a en plus mis le feu un peu au débat en donnant ses propres convictions, son propre combat qu'il mène depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Et un grand merci à tous et à ceux qui sont venus aussi poser des questions et assister. Merci et bravo à tous. Madame Diallo, vous vouliez parler? Ah, des bisous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est foutu. Oui. Vas-y, à quoi? Tu t'as fait pas de... Hein? Oh, très bien. Je suis pas parti. Oui. Reviens vous faire moi alors. Oui.